Donc, je vais vous parler de résultats qu'on a obtenus au laboratoire chez des patients qui présentent des troubles neurologiques un petit peu particuliers. En fait, l'idée, c'est que Arnaud, lorsqu'il m'a invité à venir vous parler, il a souhaité que je parle de notion de fatigabilité dans le cadre du contexte de ces facteurs rétrocochléaires. Quand on parle en fait de facteurs rétrocochléaires, souvent en audiologie, en ORL, de suite on va penser aux schwannomes et aux neuropathies auditives. Globalement, la suite, je ne sais pas sur laquelle, non. Pour faire passer les diapos, c'est compliqué apparemment. On va faire suite, voilà. Globalement, lorsque l'on parle de neuropathie auditive, en fait c'est un concept qui n'est pas récent. Souvent on nous annonce une nouvelle pathologie. La neuropathie auditive en fait a été décrite en 1996 par Arnold Stark qui a en fait caractérisé des troubles auditifs particuliers dans une population de patients atteints de syndrome neurologique également particulier. En fait, cette petite histoire, si on regarde la littérature, elle ne date pas d'Arnold Stark en 96, mais bien avant, même dès 79 ou 80, des auteurs avaient montré qu'il y avait des modifications de l'électrophysiologie chez certains patients qui ne présentaient pas d'altération de la fonction auditive au niveau détection, donc au niveau du seuil auditif. Et également pour mémoire, je vous rappelle que l'électrophysiologie qu'on utilise en routine, les potentiels évoqués auditifs, ont été décrits dès 70 par Jewett, et c'est pour ça qu'on utilise la cotation 1,35 en chiffres romains qui correspond de cette publication. Donc en fait, l'histoire est un peu ancienne, commence à être un peu ancienne. Au niveau de la terminologie, on a utilisé le terme de neuropathie auditive qui a évolué sur le terme de neuropathie auditive dysynchronie. Et personnellement, je préfère encore ce terme de neuropathie dysynchronie parce que ça correspond réellement au trouble physiopathologique qui est impliqué dans ce problème neural. C'est pas comme on pourrait, j'allais dire, le mettre maintenant. On a inventé, un consortium de chercheurs et cliniciens ont inventé un terme, on appelle souvent ANSD, Auditory Neuropathy Spectrum Disorder. En fait, on a un sac et dès qu'on a une pathologie qui ressemble à une neuropathie-like, et ben on va la mettre là-dedans, sans qu'il y ait vraiment eu de documentation de la part de l'exploration sur l'électrophysiologie. Et en fait, le terme de dysynchronie auditive est vraiment très puissant parce que c'est vraiment la signature du trouble impliqué dans cette neuropathie auditive. Et classiquement, comme vous le savez, les critères diagnostiques sont la conservation d'une fonction cochléaire amplificatrice correcte, donc par la mesure des auto-émissions et du potentiel microphonique. Et puis, au regard de ça, en fait, on a cette désorganisation des PEA qui sont la signature de ce tracé qui est plat, et ici, on a le potentiel microphonique. Donc, globalement, ce sont des patients qui vont venir nous voir et puis qui nous disent « j'entends, mais je ne comprends pas, et je ne comprends pas, surtout dans les situations de bruit. » Et lorsqu'on fait l'audiométrie, l'audiométrie ne révèle pas de perte auditive, donc on est un petit peu désarmé. Globalement, vous connaissez tous également l'électrophysiologie, les potentiels évoqués. On a toute une famille de potentiels évoqués qui nous permettent d'avoir des informations depuis la périphérie, depuis les cellules ciliées externes jusqu'au niveau cortical. Et en fait, on se focalise essentiellement sur ces ABR, ces potentiels évoqués auditifs précoces. Du point de vue de l'enregistrement de ces potentiels, c'est une technique qui est dérivée de la technique de EG. Et en fait, on va présenter plusieurs fois le même stimulus, souvent un clic. Et en fait, on va mesurer des ondes avec un profil particulier, un pattern particulier. Et on va pouvoir reconnaître des ondes notées 1, 3, 5. La mesure que nous permettent ces potentiels évoqués auditifs, c'est cette notion de synchronie auditive. Si j'ai le moindre trouble de synchronie auditive, en fait, je vais me retrouver avec une activité non mesurable, puisqu'en fait, le test des potentiels évoqués auditifs est passé sur une technique de Moyen-Âge, et en fait, il faut qu'il y ait une reproductibilité des activités électrophysiologiques qui ont été mises au niveau des générateurs, pour que, en fait, on ait une superposition de ces activités qui ressortent du rapport silence sur bruit pour avoir ces émissions électrophysiologiques qui apparaissent. Donc les potentiels évoqués sont avant tout la signature d'une activité synchrone dans les voies auditives.
on va avoir une mesure de conduction auditive, et lorsqu'on fait deux tracés, on a une superposition de nos tracés, puisqu'en fait, on a une reproductibilité de nos tracés. Ça, c'est également quelque chose de très important. Et puis, comme vous le savez, ces potentiels évoqués auditifs précoces vont nous permettre d'avoir une signature sur le seuil, pas le seuil audiométrique, mais sur un seuil de perception. Et je vous rappelle qu'on utilise le plus souvent un clic, et que ce clic nous donne une information spectrale qui va des basses fréquences jusqu'aux 8 ou 10 kg, ça va dépendre du transducteur qu'on veut utiliser, soit un insert, soit un TDH39. Et non pas, comme on l'entend souvent, les PEA nous donnent une information entre 2 et 4 kg. Si on regarde en fait la modélisation, ce qui se passe finement dans l'activité neurale lorsque je présente des stimulations de type clic, vous voyez que en fait, chaque fibre nerveuse va décharger, et la somme de ces décharges de chaque fibre, globalement, moi je vais en recueillir une activité qui va ressembler à celle que j'obtiens dans mes PEA. Si j'ai une pathologie avec une dégénérescence, une axonopathie, une perte de fibres nerveuses, certaines fibres ne pourront pas émettre de fibres de stimulation électrique. Et donc, lorsque j'applique ma stimulation électrique, il n'y a que quelques fibres qui vont répondre, et donc, en moyenne, mon PEA aura une amplitude, une morphologie qui sera moindre en amplitude, mais si on regarde, les latences sont intactes, puisqu'en fait, le circuit électrique, les générateurs sont présents, c'est simplement, en fait, je vais avoir une décroissance de fibres, et donc une diminution de l'amplitude de nos ondes. Ce qui est très peu utilisé en routine audiologique, puisqu'en fait, les PEA sont toujours et uniquement utilisés sur la mesure de la conduction. Et si j'ai ce trouble de dysynchronie, vous voyez, lorsque j'applique des stimulations qui sont bien calibrées, je vais avoir des fibres, mais qui ne répondent pas de façon synchrone, bien cadencée, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une belle onde qui va se dessiner, je vais avoir quelque chose de patatoïde ou de très plat. Donc se pose, donc ça va être la notion de neuropathie auditive, mais aujourd'hui va se poser la notion d'épuisement. Est-ce qu'on va pouvoir examiner ceci? En fait, je me suis intéressé à une pathologie neurologique particulière qui est l'ataxie de Friedreich. En fait, ces patients-là, pour faire très simple, ils ont un trouble au niveau de l'organe cellulaire qui est impliqué dans l'énergétique cellulaire, qui est la mitochondrie. Et si cette mitochondrie est défaillante, l'énergie pour produire l'électricité dans nos neurones elle va également être défaillante. Si je fais une mesure électrophysiologique de PEA avec un protocole classique où je vais moyenner avec une grosse moyenne, et souvent on va dire qu'on fait 1000 présentations, vous voyez qu'on retrouve ces tracés avec les ondes 1, 3 et 5, classiquement. Si je regarde ce qui se passe avec des patients atteints de cette pathologie, l'ataxie de Friedreich, il m'est difficile de pointer des ondes. Et je vous ai mis là sur la bande colorée, en fait, c'est la normalisation de la latence de l'onde 5. Donc, en fait, globalement, si je n'en reste que là, je vais dire ce patient-là est atteint d'une pathologie neurale et j'ai une désorganisation de mes ondes de PEA, j'ai une neuropathie auditive. En fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas du tout de désynchronisation. Si j'utilise un protocole dynamique, en fait, au lieu de faire cette mesure et d'attendre le résultat au bout de 1000 coups, si je fais des mesures beaucoup plus réduites, si je fais 250 par 250, au total, 4 fois 250 va bien me donner mes 1000 coups, mais vous voyez que je vais avoir quelque chose de temporel, puisque je vais enregistrer toutes les 10 ou 15 secondes un petit moyen-âge, et au bout d'une minute, je vais avoir ma grosse moyenne. Donc je vais pouvoir avoir quelque chose de temporel. Si je regarde ceci avec mes patients qui sont atteints donc, de ce trouble énergétique, vous voyez que dès les 250 premières acquisitions, j'obtiens difficilement une onde, 5, et vous voyez que de suite, cette onde 5, elle se décale, voire elle disparaît. Et si je regarde un autre patient, vous voyez qu'également, je vais avoir ce décalage. Donc il n'y a pas de désorganisation au niveau de la désynchronisation, il y a bien une synchronisation, mais simplement en fait au niveau des pompes NAK-ATPase qui sont impliquées dans l'émergence et la production du spike, du potentiel d'action, en fait, si ces pompes NAK-ATPase ne sont plus présentes ou sont défaillantes du fait de l'absence de l'énergétique, en fait, on va prendre un retard sur l'émission de ces potentiels d'action et en fait, on va avoir quelque chose de retardé. Mais l'émission sera bien synchrone à chaque fois. Donc, en fait, on fait un faux diagnostic en indiquant que ces patients sont atteints d'une neuropathie auditive due à une désynchronisation. Il y a bien un trouble neurologique au niveau de notre nerf, mais il n'y a pas de notion de désynchronisation.
On a montré ceci aussi sur des modèles de souris, sur des modèles humains, par exemple la pêche vaquine, et vous voyez également que lorsqu'on réalise ces protocoles chez ces patients atteints de mutations au niveau de la pêche vaquine, également impliqués dans les processus énergétiques et de détoxification au niveau de la cellule, eh bien on va observer ce phénomène-là. Quelque chose d'intéressant, si on revient chez les patients Friedreich, en fait j'avais été un petit peu surpris, c'est que certains me disaient lorsque j'utilise mon téléphone, au bout d'un certain temps, j'ai l'impression que mon audition baisse, donc je change d'oreille mon combiné. Et là, à nouveau, j'entends. Donc je me suis dit, il y a quelque chose aussi qui se passe, où certains me disaient, quand je regarde la télévision, je suis obligé d'augmenter le son au fur et à mesure du film. Donc en fait, tout simplement, on a fait le protocole que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit bien que la première réponse versus la dernière réponse, j'ai ce décalage, j'ai cet épuisement qui signe la signature de la fatigabilité neurale. Si je laisse mon patient pendant 5-10 minutes, dans le silence, vous voyez que je restaure l'énergétique cellulaire, je restaure la réserve énergétique dans ma cellule, et à nouveau, si je la stimule, je vais pouvoir retrouver ceci. On a examiné une autre patiente. Alors 5-6 ans après, les généticiens nous ont dit, en fait, cette patiente était atteinte d'une pathologie, d'une mutation au niveau de KIF21A. Donc s'il y a 21, ça veut dire qu'il y a déjà plein de molécules KIF. Et puis s'il y a A, ça veut dire qu'il y a déjà du B aussi. Et ces molécules KIF21 sont impliquées en fait dans le transport de ces mitochondries au niveau de l'axone. Donc on est toujours dans ces processus énergétiques. Et vous voyez que si on réalise ces PEA, et si en fait on laisse la stimulation pendant 5 minutes, pas très gênant, c'est 80 décibels, clac, 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 pendant 5 minutes, vous voyez qu'on on a un épuisement de nos ondes, et si on laisse pendant 5 minutes dans le silence notre patient, on va à nouveau récupérer nos ondes. Donc, c'était le message un petit peu que je voulais vous faire passer. Lorsqu'on fait de la recherche, lorsqu'on fait de l'enseignement, il faut se dire, j'ai une question, j'ai un outil, je veux une réponse. Votre quotidien, vous allez me dire, je ne fais pas de l'électrophysiologie, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc en fait, c'est aussi à vous à inventer vos protocoles. Si vous avez un patient qui vient vous voir et qui vous dit, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, par rapport au matin, par rapport au soir, est-ce qu'il y a une notion de fatigabilité? Si vous avez l'impression que vous avez des difficultés sur l'établissement de vos seuils. Si votre patient vous le décrit, moi je pense que la chose la plus importante aussi, c'est d'écouter nos patients. Et en fait, ils nous racontent plein de choses. Donc, être attentif aux patients, si on voit que on a du mal à trouver nos seuils, si on lui demande, par exemple, venez le matin à l'ouverture, je vous fais votre audiogramme et puis je vous vois à la fermeture, ou à la limite, je vous fais un audiogramme, je vous mets un bruit blanc pendant 5 minutes et je vois après ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis, à vous d'inventer la vie qui va avec, à vous de réaliser vos tests, même si ce n'est pas normé, calibré, si vous n'avez pas de groupe contrôle, ça c'est faire de la science. Votre quotidien, c'est d'essayer de vous dépatouiller et de, entre guillemets, exposer votre patient avec un bruit contrôlé. Vous pouvez le faire et vous pouvez faire votre audiométrie tonale ou vocale avant et après. Et là, vous aurez aussi un résultat qui va correspondre à sa plainte. La chose que l'on sait, c'est que globalement, en fait, ces processus de stimulation vont induire des processus au niveau cellulaire qui vont toxifier la cellule et qui globalement vont entraîner en fait des processus de dégénérescence. Donc l'appareillage, l'implant n'est peut-être pas la solution malheureusement pour ces patients-là parce que le bruit, comme je mettais dès le départ, la stimulation acoustique va fatiguer le nerf et va le toxifier. Donc quelque part on n'a pas de solution. Il y a des publications récentes qui ont montré que l'implantation de patients atteints de ces pathologies particulières, il y avait un échec, ça paraît évident. On stimule encore plus fort notre implant et ça ne marche pas du tout. Et puis, je vous parle que de la voie ascendante. Que se passe-t-il avec nos processus de rétrocontrôle? On était tout à l'heure sur les processus d'attention. Voilà, on peut aussi, si on a un problème neurologique, il va être ascendant, mais on peut imaginer également que si j'ai un souci au niveau de mon système efférent qui est impliqué dans la localisation, dans l'amélioration du rapport signal-bruit, dans les processus attentionnels, je peux avoir mes performances qui se dégradent au fur et à mesure. Voilà ce que je voulais vous dire et vous remercier pour votre attention.